Voilà, nous voilà face à l'école de Palo Alto. Donc, je ne sais pas comment commencer à parler de cette école puisque c'est vraiment l'honneur de la guerre. Alors, en tout cas, dans votre syllabus, enfin, votre syllabus a été conçu de façon à parler brièvement de l'école de Palo Alto et se concentrer davantage sur les auteurs les plus connus, notamment sur les auteurs les plus connus de l'école Palo Alto. D'accord? Et nous allons procéder ainsi. Mais ne vous étonnez pas que, par exemple, vous retrouvez des axiomes des auteurs qui faisaient partie de l'école Palo Alto, notamment dans ce qu'on pourrait envisager comme modèle de Palo Alto, un modèle plutôt bricolé pour présenter un ensemble de sensibilités différentes au sein de plusieurs auteurs issus de cette école. D'accord? Donc, notamment, on parle des 10 axiomes de l'école Palo Alto, et effectivement, on cite les 10 axiomes. Mais nous, notamment, on verra des 5 axiomes ponctuels d'un auteur précis. Voilà. C'est un choix pédagogique parfaitement légitime par rapport à d'autres choix pédagogiques. Et nous allons procéder en tout cas comme tel. Donc, l'école Palo Alto, c'est une école de communication. Et elle a été fondée notamment par Gregory Bateson, donc notamment ce personnage que vous voyez ici sur l'image, d'accord? Ce personnage que vous voyez sur l'image. Euh, 1904-1980. C'est une école située à San Francisco, en Californie, composée de divers, effectivement, spécialistes dans le domaine, d'accord? On a rassemblé les psychologues, les sociologues, etc. Euh, c'est une école, disons, très connue, puisque l- à partir de cette école, on entre vraiment dans une interprétation de la communication en tant qu'interaction. En tant qu'interaction, c'est-à-dire, une communication, c'est quoi? Une communication, c'est une interaction. Et une interaction, bien évidemment, a une signification. Et puisque une interaction a une signification, elle est une communication. Alors vous voyez, ce que je viens de dire, ça vous sonne pas tout nouveau, bien sûr, puisqu'on a dit ça dans les autres modèles. Mais ce modèle-là, c'est vraiment le comble, c'est-à-dire, c'est dans ce modèle, on va regrouper tout ce qu'on avait dit un peu ici, un peu par là, on va proposer quelque chose à travers l'école de Palo Alto, quelque chose qui regroupe, qui englobe toutes les autres théories et toutes les autres préoccupations. D'accord? Avec une vision sociologique, avec une vision interactionniste. D'accord? Donc, notamment, on reconnaît l'école Palo Alto comme une école interactionniste. D'accord? Quand vous entendez parler de l'interactionnisme, vous dites, ah, ben oui, c'est en lien avec notamment l'école Palo Alto. Et donc, alors c'est aussi une école, enfin c'est aussi un mouvement, on va dire, antipsychiatrique. Donc le mouvement antipsychiatrique est entre autres né dans l'école Palo Alto, c'est-à-dire notamment on voyait effectivement, on proposait des théories qui allaient à l'encontre d'une vision naturaliste de l'homme dans laquelle une maladie mentale est quelque chose d'inné. D'accord? Quelque chose d'inné. Ici, on est en train de dire non, non, une maladie mentale est quelque chose d'acquis. Et c'est en plus, c'est le fruit, effectivement, des interactions. C'est le fruit d'une mauvaise communication au sein, par exemple, d'un foyer familial. D'accord? Vous voyez, on a une telle interprétation, effectivement, d'une maladie mentale. Et forcément, c'est une école, pour son époque, on va dire, révolutionnaire. D'accord? Alors, on s'intéresse à la communication à 4 niveaux. Donc, la communication interpersonnelle, la communication intrapersonnelle. Donc, premièrement, on va dire la communication intrapersonnelle. Deuxièmement, la communication interpersonnelle. Comment est-ce qu'on différencie? Quand vous vous communiquez, quand vous vous parlez, quand euh, vous pouvez en tout cas vous communiquer avec vous-même. Alors, il ne suffit pas de parler avec soi-même. On pourrait interpréter un certain nombre de comportements, un certain nombre de vos propres comportements comme une sorte de communication face à vous-même. D'accord? Et donc, vous voyez, le niveau d'analyse, on y va, on se gêne pas. D'accord? Donc, la communication interpersonnelle, ça, on en a largement parlé. La communication groupale entre plusieurs personnes, effectivement, et la communication culturelle entre de nombreuses personnes. Donc, vous êtes à un niveau essentiellement micro, intra-micro, on pourrait dire ça comme ça. Ensuite, vous êtes à un niveau micro, méso, macro. Voilà. Et ici, ce qui est intéressant, bon, dans le schéma qu'on nous propose, au lieu de parler du canal, on nous parle du filtre. Donc, on perçoit le canal comme, effectivement,
une espèce de filtre, c'est-à-dire quelque chose qui modifie d'office la communication. D'accord? Donc, c'est-à-dire, on regroupe la notion de bruit, bruit sémantique ou bruit physique, peu importe, mais on regroupe effectivement la notion de bruit dans la notion du canal et on en fait une nouvelle notion, filtre. Vous voyez? Donc, par conséquent, ben oui, toute communication est encodée des côtés, doit passer par le filtre qui modifie d'office la communication, le message. Et par conséquent, voilà, on donne aussi une importance importante à cette question. Voilà. Alors moi, j'ai été... Toutes les explications que je viens de vous donner, ce sont des explications trop vastes et j'ai rien dit encore à propos de l'école Palo Alto. Enfin, je dirais, pour parler de l'école Palo Alto, il faudrait un cours de 60 heures, rien que ça. Qu'est-ce que c'est que cette approche? Ce que je dis ici, c'est aussi valable pour d'autres approches pragmatiques, de type pragmatique, des approches plutôt de type constructiviste, qui sont des approches qui s'opposent, on va dire, à des approches plutôt scientifiques du genre positiviste, du genre l'approche de Shannon, d'accord? Ou encore dans les autres disciplines, notamment en sociologie, en psychologie, en criminologie, vous avez souvent cette opposition entre le pragmatisme et le positivisme, d'accord? D'un côté, effectivement, on vise à expliquer les phénomènes sociaux dans une relation de cause et conséquence, et ce lien de causalité est très important. Voilà, c'est très simple. On cherche à trouver les facteurs les plus influents, d'accord? De l'autre côté, on dit non, cette tentative est une tentative absurde puisque la conséquence détermine à son tour dans les phénomènes sociaux la cause, puisque souvent nous sommes dans des relations entre des éléments qui sont des éléments conscients, qui ont des propriétés de conscience, et par conséquent, c'est pas comme dans les sciences exactes, c'est pas comme dans les sciences de la nature où on pourrait parler d'une relation de causalité. Dans les sciences sociales, on peut pas parler d'une relation de causalité. Et finalement, vous avez effectivement beaucoup de théoriciens qui reviennent à dire ah, baby, tout est dans tout. D'accord? C'est-à-dire, il y a tellement de facteurs, il y a tellement de paramètres qui déterminent des phénomènes sociaux qui, à leur tour, influencent ces paramètres-là, que finalement, on ne peut pas établir réellement une relation de cause et conséquence. D'accord? Donc, notamment dans l'école de Palo Alto, on est à peu près là, hein, d'accord? On est à peu près dans une approche pragmatique où tout est dans tout. Vous voyez? Donc, c'est une position qui se défend, on est bien d'accord, mais voilà, si vous avez des sensibilités, on va dire, positivistes, des sensibilités scientifiques, voilà, ça ne suffit pas. Bien sûr que tout est dans tout, mais vous n'êtes pas satisfait puisque finalement votre explication n'en est pas une, votre explication ça ressemble plus à une description, c'est-à-dire vous commencez à décrire effectivement l'influence que tous les paramètres ont sur votre variable, sur votre phénomène, et par conséquent, dans cette description, ben oui, il y a une multitude de facteurs que finalement vous n'avez pas un facteur déterminant qui se distingue par rapport aux autres et que vous pouvez dire, ben voilà, il faudrait agir, n'est-ce pas? Il faudrait agir sur ce facteur pour pouvoir avoir, par exemple, une communication efficace. D'accord? Par exemple, dans le modèle de Shannon, on disait, voilà, il faudrait agir là-bas pour avoir une communication efficace. Alors que notamment dans l'école Palo Alto, il faudrait agir partout, si vous voulez. Tout est dans tout, il faudrait agir partout. Alors, une autre caractéristique, notamment des théories issues de l'école de Palo Alto, vous allez voir notamment prochainement, avec les axiomes de Palo Alto, vous avez un des premiers axiomes, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Mais je suis désolé, cet énoncé, c'est ce qu'on appelle un énoncé irréfutable. C'est-à-dire, on ne peut pas dire le contraire. Donc, du point de vue scientifique, cet énoncé n'a pas beaucoup de valeur en fait. Donc du point de vue positiviste, hein, on est bien d'accord, du point de vue positiviste, cet énoncé n'a pas beaucoup de valeur puisque on ne peut pas ne pas communiquer. Ben oui. On ne peut pas apporter la preuve du contraire de cette phrase. Par conséquent, ben oui, oui, la communication elle est partout. Une fois que vous avez dit ça, votre théorie est irréfutable. C'est-à-dire votre théorie
on ne peut pas apporter les preuves du contraire de votre théorie, et par conséquent, votre théorie perd de sa qualité scientifique, n'est-ce pas? Et votre théorie devient aussi un peu impuissante, n'est-ce pas? Elle devient plus descriptive, et elle perd sa qualité prescriptive, c'est-à-dire, si dans votre théorie, on voit rapidement les causes et les conséquences, ben oui, on dit, bon, il faut agir sur les causes, pour pouvoir avoir une communication efficace. Ici, on va vous dire, ben oui, on ne peut pas ne pas communiquer, il y a de la communication partout. Euh, L'action sur la communication, elle est très sujet de critique, en tout cas sujet de débat, d'accord? Puisque ce que vous proposez comme une action prétendument efficace sur la communication est une interprétation finalement et votre propre subjectivité, puisque selon votre modèle même, tout est en tout, et il n'y a pas de relation de cause à effet flagrante qui se distingue par rapport aux relations, aux associations qu'on trouve dans toute relation communicative. Voilà. Alors, si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, puisque, bon, vous n'avez peut-être pas cette vision vis-à-vis des autres sciences, vis-à-vis des autres disciplines en sciences sociales, puisque, voilà, il faudrait peut-être un bagage méthodologique pour comprendre ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, puisque ce que je viens de dire, ça fait pas partie de l'examen.